Je serai très politiquement correcte et je commencerai donc par Marie-Claude. Marie-Claude Dupuis, qui dit RATP, dit évidemment forcément entreprise engagée. Pourquoi? Parce que c'est un très grand groupe public, parce que vous êtes au cœur du quotidien des gens en transportant 12 millions de personnes par jour, c'est considérable. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'engagement très concret dont vous savez qu'il va avoir un fort impact sur la société? Oui, tout à fait, Amélie. Je crois que c'est bien vu. Nous sommes engagés sur tous les fronts hein, vis-à-vis des habitants des villes, de nos voyageurs, de nos collaborateurs et des territoires. Mais si je dois prendre un exemple qui est très marquant de notre démarche, je prendrai celui de l'environnement et avec des engagements chiffrés, très transversaux sur la réduction de nos consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est très simple, nous avons décidé en 10 ans, de 2015 à 2025, de réduire par 2 nos émissions de gaz à effet de serre et de 20% nos consommations d'énergie. Et quand je dis ça, c'est surtout le périmètre de l'entreprise en Île-de-France. Pour faire ça, il a fallu mettre en place un plan de management transversal que nous avons fait certifier, d'ailleurs conforme à la norme ISO 50001. Nous mobilisons tout le management de l'entreprise, piloté par mes équipes. Nous mobilisons des outils digitaux avec des outils de supervision et d'analyse de toutes les consommations d'eau et bien sûr et d'énergie. Mais surtout, nous avons mis en place un plan ambitieux de conversion de notre flotte de bus en Paris et Petite Couronne. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire qu'avec notre métier, déjà, on est intrinsèquement vertueux. Parce que quand vous prenez le métro, le RER ou le tramway, déjà, vous émettez 60 fois moins de gaz à effet de serre par voyageur kilomètre que si vous roulez tout seul dans votre voiture. Ouais, Donc, 60 fois moins, c'est quand 60 fois même moins. énorme. Donc ça, Ouais, c'est pour le réseau ouais, ferré. ouais. Mais le fait est qu'on a une flotte de près de 5000 bus Paris et Petite Couronne, et ceux-là, ils sont encore majoritairement diesel. Alors là, c'est vraiment pas bon pour notre bilan carbone, puisque ça représente 70% de nos émissions. Donc on s'est dit, pour atteindre cette réduction par 2, il faut s'attaquer au sujet. Nous l'avons fait il y a 4 ans maintenant, et nous avons lancé un vaste plan industriel de conversion de nos dépôts. Il faut savoir que pour faire rouler ces 4500 bus, ces 5000 bus tous les jours, il y a 25 dépôts dans Paris et Petite Couronne, en milieu urbain dense. Certains ont plus de 100 ans, ils ont connu les voitures à cheval, et nous sommes en train de tous les transformer en les basculant soit en dépôt de bus électriques, soit en dépôt de bus au GNV. Donc ça, c'est vraiment une action ambitieuse, chiffrée et conçue avec des KPI, et tous les ans, on fait le bilan. La bonne nouvelle, c'est que ce type d'opération, j'écoutais le représentant de BNP tout à l'heure, attire des financements. On a lancé cette année notre deuxième émission de Green Bonds. On avait besoin de 500 millions d'euros. On en a eu une proposition pour 5 fois plus. Et on commence à être réputé sur les places de marché, sur la robustesse de notre reporting et la véracité de nos objets environnementaux. Je terminerai sur le volet environnement en signalant que nous allons signer notre premier PPA cette année, Power Purchase Agreement, sur 3 ans, pour soutenir le développement des ENR, énergies renouvelables, avec un premier contrat sur l'éolien. Et avis aux amateurs, nous allons lancer notre appel d'offres pour notre PPA sur 15 à 25 ans pour soutenir du photovoltaïque. Donc bus 2025, c'est demain, dans 5 ans, l'intégralité de la flotte de bus sera propre dans Paris. Oui, propre selon les normes réglementaires, donc il y aura encore un peu d'hybride, mais voilà. Mais ça, Tout c'est à une fait. vraie révolution. Ah, complètement. Alors, on a parlé de l'engagement environnemental, mais évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est la contribution sociale, avec des actions fortes. Est-ce que sur ce terrain-là, la RATP a un train d'avance, sachant que c'est un vrai sujet aujourd'hui en France? Oui, nous sommes une régie, hein, un statut public, donc notre engagement social, il est historique, j'ai envie de dire, mais je prendrai 3 exemples. L'un sur l'emploi, l'autre sur l'inclusion, le troisième sur l'égalité homme-femme. En ce qui concerne l'emploi, 2 chiffres. Nous consacrons près de 7% de notre masse salariale à la formation de nos salariés. 7%. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui en font autant. Deuxième exemple, nous sommes, ou chiffre significatif, nous sommes le premier recruteur en Île-de-France, puisque en 2020 encore, nous allons recruter plus de 4500 personnes. Sur le volet de l'inclusion, je signalerai 2 exemples.
le recueil social, qui n'est pas très connu, mais il faut que vous sachiez que tous les jours, nous consacrons une équipe de 60 personnes à venir en aide aux sans-abri qui sont présents dans notre métro. On met 7 millions d'euros par an pour les prendre en charge et les guider vers des lieux d'accueil un peu plus agréables que nos quais de métro. Nous soutenons aussi via une fondation de nombreuses initiatives avec des partenaires sur le thème de l'éducation, de la formation, de la culture aussi et de la transition énergétique. Et à titre d'exemple, ainsi, on a aidé plus de 80 000 personnes en 2019. Donc ça, c'est sur le thème de l'inclusion. Je terminerai sur l'égalité homme-femme en disant que là, il y a un vrai enjeu pour nous. On a encore signé en décembre un accord sur ce sujet au sein de l'entreprise. Et les défis sont lesquels? D'abord, je dirais que l'exemple doit venir par vraiment le haut. Et notre présidente Catherine Guillouard, que je représente aujourd'hui, a montré l'exemple puisque le COMEX à la RATP est paritaire. 5 femmes, 5 hommes au COMEX. Je montre l'exemple puisque dans mon comité de direction, c'est la parité. Alors comme on est un nombre impair, je peux même dire qu'il y a 5 femmes et 4 hommes. Mais au-delà de ça, le vrai sujet, c'est comment attirer des opérateurs, des conducteurs ou même des mainteneurs dans notre réseau. Parce qu'aujourd'hui, le pourcentage hommes-femmes, c'est 20% de femmes sur l'ensemble des emplois de la RATP. Et alors, dès qu'on touche au cadre, c'est meilleur, parce qu'on arrive à 36%. Donc voilà pour les femmes. Et les actions que nous menons pour attirer ces femmes sur nos emplois, ben, c'est déjà il faut absolument lutter contre les stéréotypes. Parce que les femmes ont du mal à se projeter comme conducteurs de bus, pourtant on en voit quand même pas mal, ou comme mainteneurs ou autres. Et pour ça, je donnerai juste un exemple qui me plaît beaucoup, c'est qu'on profite des événements sportifs, notamment il y avait un événement autour du boxe féminin, pour faire des opérations, parce qu'on montre que si une femme peut boxer, elle peut conduire un bus. C'est un peu ce genre d'idée, et sans parler du réseau interne, de la formation. Voilà pour nos exemples sur ces sujets sociaux. Oui, donc il y a des stéréotypes qui ont la vie dure. Depuis mai 2019, avec la loi Pacte, les entreprises sont invitées à réfléchir sur leur raison d'être. Où est-ce que vous en êtes sur ce terrain? Alors, là, c'est vraiment une question, parce que, comme je l'ai dit, notre démarche RSE, elle est vraiment profonde. On agit sur les 3 plans, je l'ai dit. On l'a même fait évaluer par un organisme tiers qui nous a évalué conforme et au niveau confirmé selon la norme internationale 26 000. Donc pour nous, c'est assez naturel la RSE, j'ai envie de dire, et on a beaucoup de preuves. Ceci étant, quand on a vu arriver par la loi PAC ce sujet de raison d'être, on s'est dit, on va s'y intéresser. C'était pas si évident, parce que de mon point de vue, ce qui a été introduit dans la loi Pacte, c'est d'abord à destination des entreprises privées qui doivent inclure dans leur gouvernance un meilleur équilibre entre objectifs de court terme des actionnaires pour faire de la rentabilité et des enjeux de plus long terme en pensant retour vers la société, prise en compte de l'environnement. Mais on s'est dit, pour nous, en tant que groupe RATP, le sujet méritait d'être regardé et nous avons décidé de lancer notre démarche. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation inverse. Nous venons, notre histoire est très publique, notre mission est d'intérêt général, mais nous sommes à un tournant. Nous allons perdre notre monopole. En 2025, le réseau bus va être mis en concurrence, il va être distribué, il y a beaucoup d'acteurs qui vont venir. Donc on se prépare à cette compétition qui est vraiment importante pour nous. Près de 20 000 salariés, finalement, sont concernés par cette ouverture à la concurrence de notre réseau bus pour commencer. On a vu arriver la transition numérique avec des grands acteurs comme Google, Uber, qui viennent sur nos territoires en disant « nous aussi, on veut faire de la mobilité », avec des moyens colossaux. Donc on est au milieu d'un champ de transformation énorme au sein de la RATP. Et il ne faut pas être surpris si nos collaborateurs sont un peu déboussolés par tout ça. Donc on a vraiment un besoin de redonner du sens, redonner un cap et finalement donner un fil rouge pour notre transformation interne. Et la raison d'être va nous servir à ça, avec un enjeu supplémentaire, c'est que la RATP, ce n'est plus la RATP uniquement la RATP que vous connaissez avec son réseau francilien, mais c'est un groupe présent dans 12 pays, 4 continents, plus de 400 villes. Et en fait, cette raison d'être, il va falloir qu'on arrive à trouver le point commun entre les conducteurs du nouveau réseau de métro à Riyad,
les Parisiens, les gens de Brest, mais aussi les Américains, Londres, que sais-je. Et ça va être un exercice très profond que nous voulons mener. Nous voulons prendre le temps, nous allons nous donner l'année. Et pour moi, la raison d'être, c'est bien autre chose et ce n'est pas un simple slogan de com. Ça doit engager sur des principes d'action et qui doivent être respectés très en profondeur dans l'entreprise. Merci beaucoup. Monsieur le haut-commissaire, j'ai eu l'impression, en entendant la ministre tout à l'heure, que le rôle de l'État, qu'on identifie souvent uniquement à la régulation, va évidemment beaucoup plus loin. Et vous, qui êtes connu pour être un homme très engagé, vous travaillez beaucoup sur l'incitation. Comment on donne envie de s'engager? Et j'aimerais bien que vous nous parliez d'un projet qui a l'air absolument génial, qui s'appelle la coalition 10% pour tout changer. C'est quoi cette chose? Racontez-nous un peu, faites-nous rêver. Merci de me mettre la pression, que je vais essayer de vous faire rêver au terme de cette journée. En fait, tout ce qui vient d'être dit, on l'a vu avec la loi Pacte, donc modification du Code civil. Donc toutes les entreprises désormais, dans leur définition, intègrent des enjeux, des considérations environnementales et sociales. Puis il y a la raison d'être, qui est le deuxième étage de la fusée. On peut l'intégrer dans ses statuts pour les rendre opposables ou pas. Puis on a l'entreprise à mission qui est d'aller encore plus loin et de se doter d'une mission sociale, environnementale, d'être mesuré sur la réalisation de cette mission. Donc on a mis en place, et je pense que c'est une avancée extrêmement forte. Elle a un vrai succès puisque les entreprises se déclarent à mission alors que les décrets viennent juste de sortir, alors qu'elles se sont déjà déclarées à mission l'année dernière. Donc il y a effectivement ce momentum qu'on vit ici, avec ce salon qui traduit aussi cet engouement, cette quête de sens, vous l'avez souligné madame, qui nous anime tous, citoyens, entrepreneurs, acteurs publics, acteurs privés. Mais aujourd'hui, quand même si c'est fantastique, nous sommes quand même la minorité. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être des militants de l'engagement ou de la transformation des entreprises, mais nous sommes encore la minorité. La minorité en volume, et la minorité aussi en taille. Il faut aussi adresser l'ensemble des entreprises de France. Ça ne soit pas uniquement le sujet du CAC 40, du SBF 120, de ces entreprises qui ont identifié le risque et qui ont les moyens de faire pivoter leur modèle. Et donc l'enjeu de cette coalition, donc 10% pour tout changer, c'est un principe sociologique. Quand dans une population, des individus ont un comportement singulier, qui est encore le nôtre aujourd'hui, de l'engagement des entreprises, quand des individus ont un comportement singulier, à partir du moment où ils sont récurrents dans leurs actes, dans leur comportement, et qu'ils viennent à peser 10% de la population totale, alors on obtient le point de bascule et on emporte la norme. Donc le 10% pour tout changer, c'est un slogan de ralliement pour créer cette coalition d'acteurs, des entreprises publiques, privées, de grande taille, mais aussi de petite taille, parce que quand on est une TPE, on se dit, OK, moi, la raison d'être, c'est pas trop mon sujet. Je suis une PME, entreprise à mission, ça me paraît bien compliqué. Par contre, comment je constate, moi aussi, que j'ai du mal à recruter et que ceux que je recrute demandent autre chose que simplement la réalisation de mon business. Et donc, comment j'embarque petit à petit les entreprises? Comment les entreprises ont quel que soit le niveau, le domaine, on leur donne des outils pour commencer à créer ce premier pas d'engagement. Ça peut aller sur des choses très concrètes, très simples. Comment je rends un événement dans mon entreprise ou mes événements dans l'entreprise éco-responsables, comment je travaille sur la production de mes déchets, comment je change de fournisseur d'énergie. Bref, chacun peut y aller à petits pas. C'est-à-dire il faut à la fois la démarche de cette coalition, c'est de réunir tous les acteurs, y compris aussi des universitaires, j'y viendrai après, y compris toutes ces sociétés ou ces labels qui essaient de créer de la lisibilité pour pousser, embarquer l'ensemble du tissu entrepreneurial français, quelle que soit sa taille, son domaine d'activité, et donner à chacun une boîte à outils. Oui, parce que finalement, ce qu'on comprend, c'est que là, on a eu des entreprises massives qui ont un impact très fort, mais qu'il faut embarquer aussi les petites entreprises qui n'ont pas forcément le mode d'emploi, pas forcément les moyens. Et là, il y a un vrai rôle à jouer. Vous cassez la loi de Pareto, vous réalisez ça. On n'est plus au 20%, mais au 10%. Vous êtes quelqu'un plein d'optimisme. Alors d'abord, si je ne suis pas optimiste dans ces fonctions, autant que je rentre chez moi tout de suite. Je suis d'accord. On parle quand même de changer le monde. Hein. Encore une fois, ici, on est entre nous, donc on a l'impression qu'on a gagné la partie. Quand on va se retrouver dehors, ça va nous faire un petit peu tout drôle. Mais donc, effectivement, il faut être optimiste. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, le principe, c'est l'action.
Ça veut dire qu'il faut être à la fois très ambitieux sur les objectifs, qui sont de changer le monde, de changer notre modèle de développement économique, en fait, hein, pour réaligner l'économie, l'écologie et le social, mais le faire avec pragmatisme et bienveillance. Parce que pour une petite entreprise, c'est compliqué. Pour les acteurs publics que nous sommes, c'est compliqué. Pour le citoyen, chacun ici, nous sommes convaincus qu'il va falloir changer un certain nombre de nos habitudes et ça va nous coûter en termes de plaisir ou de confort. Donc on est dans ce moment de pivot et c'est vrai pour tous les acteurs. Donc soyons pragmatiques, humbles et donnons à chaque fois les étapes pour que tout le monde, en tout cas au niveau des entreprises, vous puissiez s'intégrer dans cette démarche. Donc c'est l'ambition de cette coalition. C'est aujourd'hui 300 acteurs qui ont travaillé un plan d'action qui va avoir 2 volets. Le premier qui est justement de donner, d'outiller partout en France les entreprises sur comment s'engager dans cette démarche, quel que soit son niveau, sa profondeur d'engagement. Allons-y pas à pas. Et puis ça ne suffira pas. Parce que si là nous sommes à droit constant, à environnement juridique constant, fiscal constant, et si on veut vraiment changer le mindset, il va falloir changer le logiciel. Absolument. Et donc ça veut dire travailler sur quelques chantiers structurants. Je vais en citer quelques-uns dans le temps qui m'est imparti. Puisqu'on parle de changer le capitalisme, il va falloir attaquer le logiciel du capitalisme, qui est la comptabilité. On voit bien que si on veut aller jusqu'au bout de la démarche, il va falloir donner un avantage concurrentiel, de valeur d'entreprise à celles de ces entreprises qui s'engagent sur le plan social et sur le plan environnemental. Donc c'est comment on fait bouger la norme comptable, comment on intègre les enjeux environnementaux et sociaux dans la production de la valeur, changer la valeur des entreprises et des produits, c'est la formation, comment on embarque aussi le système éducatif dès le plus jeune âge sur voilà, qui connaît les ODD en France, comment on peut être sensibilisé dès l'école à cette perception du monde, et puis ensuite, quand on forme à la gestion de l'entreprise, comment on ne forme plus à l'école de Milton Friedman, mais qu'on forme aussi à cette notion de performance globale qui réaligne l'économique, le social et l'écologique. Donc on a un double rôle en tant qu'État, c'est d'abord de fixer un cap et d'être ambitieux, et en même temps d'accompagner chacun dans ce cheminement de manière bienveillante et pragmatique, surtout qu'il s'agit de changer en profondeur le modèle des entreprises. Et puis deuxièmement, c'est donner des impulsions fortes sur des changements radicaux, qu'il va falloir opérer en termes de comptabilité, de formation, de labels, 400 labels environnementaux en France. Qui s'y retrouve? Qui peut se dire, cette entreprise qui défile ici à la tribune, qui sont extrêmement vertueuses dans l'engagement, etc., comment donner de la mesure à tout ça, de la clarification? Imaginons qu'on ait un Yuka, je pense que tout le monde connaît cette appli, qui est d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, il y a un stand qui est juste derrière. Et imaginons un Yuka de l'engagement, où chacun, sur son téléphone, on pourrait se dire, tiens, je vais regarder mais moi, je préfère l'idée du tableau d'honneur. Je pense que c'est plus encourageant que la sanction. Mais non, mais moi, c'est pas. Alors attention, l'idée, c'est pas de faire une sanction. D'abord, une entreprise, c'est pas une ONG. Donc, il va pas falloir non plus basculer dans autre chose. Mais par contre, de mesurer, de donner à voir, si vous préférez à mesurer, de donner à voir l'engagement des entreprises, je pense que c'est le pouvoir de massification. Si on veut rendre les comportements vertueux, c'est en donnant l'information rigoureuse et claire à l'ensemble des citoyens, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient consommateurs. Parce que, Madame l'a dit tout à l'heure, dans cette démarche, il ne suffit pas d'avoir des dirigeants éclairés ou éclairants sur ces sujets, parce que sinon c'est extrêmement fragile. Il faut surtout embarquer les salariés, qui sont les premières parties prenantes. Pierre Louette l'a dit tout à l'heure, c'était un travail de longue haleine que d'embarquer les salariés. Et puis par ailleurs, je vous donnerai juste une étude IFOP qui est sortie d'ailleurs dans les Échos il y a 3 semaines ou un mois, qui dit que 75% des salariés dans ce pays trouvent que cette question de raison d'être va plutôt dans le bon sens, parce qu'il permet un réalignement avec leurs propres valeurs, mais 75% aussi expriment de la méfiance, voire de la défiance, en se disant « nous, on veut des engagements concrets ». Et donc, il ne faudrait pas que chacun affiche des raisons d'être sans derrière que les engagements soient concrets. Sinon, ce qu'on a vécu avec la crise des Gilets jaunes se produira aussi dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir en prenant parfois le temps, et même souvent le temps, même s'il faut agir vite, ce qui est un paradoxe. Merci infiniment. Il est très important d'écouter des gens engagés comme tous ceux qu'on a entendus, et je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Et en conclusion, on peut retenir de ces débats très riches que
L'engagement sera collectif ou ne sera pas. Je pense que vous êtes tous d'accord pour ça. L'entreprise engagée, c'est l'avenir et c'est même le présent puisque ça nous concerne tous et qu'on a le pouvoir d'agir, qu'on soit une très grande entreprise comme la RATP ou une toute petite entreprise comme moi. Et par ailleurs, évidemment, il faut du temps, il faut du courage, il faut du discernement. Et ça n'est pas simple, mais c'est urgent. Donc l'engagement, c'est maintenant. Il faut oser, parce que ne pas oser, c'est déjà perdre. Il faut des gens ambitieux, et oser peut tout changer. Merci beaucoup.